Et si l'intelligence artificielle était condamnée à s'effondrer sur elle-même? C'est la théorie très sérieuse qui agite en ce moment les grands labos d'IA. Le problème est simple à comprendre. Pour fonctionner, les IA ont besoin d'être entraînées sur des données humaines de qualité, principalement issues d'Internet. Sauf que depuis 2022, le web est progressivement envahi de contenus générés artificiellement. Des articles, des vidéos, des images, au point que aujourd'hui, sur Google Images, c'est quasi impossible de retrouver certaines œuvres originales d'artistes au milieu de torrents de fakes générés par Midjourney. Et ça fait seulement 2 ans. Notre invitée, Lubna, est experte en construction de datasets d'IA et elle va nous aider à répondre aux questions qui fâchent. Est-ce que cet effondrement va vraiment avoir lieu? Et du coup, est-ce que l'IA aurait déjà atteint son pic? Vous allez voir que la réponse est loin d'être évidente. Mais juste avant, annonce pour Trade Republic, nos partenaires de longue date qui viennent d'annoncer des dingueries. Si vous avez déjà cherché à placer votre argent, vous connaissez la galère. Il faut un compte courtier séparé. C'est souvent une usine à gaz avec des frais pas toujours transparents. Trade Republic, ils ont changé tout ça avec une appli super simple et plus d'1 million de clients en France. Et ils annoncent 2 nouveautés énormes. Un IBAN français, parfait pour recevoir son salaire ou les virements des services publics. Et surtout, l'ouverture d'un PEA en France. Enfin, depuis le temps qu'on attend, ça s'ajoute au compte courant rémunéré à 2,75% brut par an, une carte avec 1% de safeback sur tous vos achats. Bref, ça devient l'application ultime pour investir son argent. Si vous n'avez pas encore de compte, allez voir la vidéo que j'ai fait avec Mathias, le directeur Europe. C'est un guide de 1 heure où il m'apprend à gérer mon argent. Je vous laisse aller voir ainsi que vous créez un compte dans la description. Et on reprend. Pour reprendre du début, la question centrale, en fait, c'est celle de la qualité des données d'entraînement, puisque il paraît que donc, les modèles qu'on a aujourd'hui, qui sont super forts, donc les GPT-4, les Claude, etc., en fait, ils sont littéralement entraînés sur tout Internet. C'est ça? Ouais, exactement. En fait, on veut que ces modèles savent un peu tout, et sur Internet, on a tout. Donc, c'est vraiment la source principale pour entraîner ces modèles. On peut aussi avoir des livres, des PDF, du code, mais le web, c'est vraiment la source majoritaire. Question bête, mais comment tu donnes genre Internet en entier à entraîner? Bah déjà, il faut télécharger Internet. Et tu fais cliquer, enregistrer sous. Exactement. Normalement, on peut crawl ça. Ce qu'on appelle du crawling, c'est le fait de télécharger ces pages web. Donc, il y a par exemple une plateforme qui s'appelle Camel Crawl. En fait, tous les mois, ils sortent en fait des versions du web qu'ils ont crawl. C'est des données qu'ils ont téléchargées. Ça va être du HTML avec ce qu'il y a dans les pages web dedans. Et donc, concrètement, eux, ce qu'ils ont de leur côté, c'est des petits robots. Oui, qui crawlent les sites web, exactement. Et ça représente quelle taille? C'est énorme. Par exemple, un mois, c'est entre 200 terabytes et 400 terabytes de texte non compressé. Et donc, Common Crawl, c'est les seuls qui font ça? Du coup, eux, ils le font vraiment à très grande échelle. C'est une boîte à but non lucratif. Sinon, par exemple, OpenAI et Anthropic, eux, ils font leur propre crawling parce qu'ils ont assez de ressources pour faire ça. Tu disais qu'ils ont peut-être une couverture un peu de 90%. Ouais, il manque quand même quelques... Mais pour les plus compétitifs, il faut développer son propre système pour essayer d'être encore meilleur, c'est ça? C'est ça. Parce qu'ils ont quand même des ressources, je crois, peut-être un peu limitées. Donc, parfois, c'est possible qu'il y ait des domaines qui ne sont pas très bien couverts. Donc, si on veut être sûr de vraiment tout couvrir, c'est toujours mieux si on fait notre propre crawling. OK. Et moi, il y a un truc qui m'interpelle. C'est que si jamais... Du coup, tout le monde a accès à ces données, que c'est des organismes non lucratifs, etc. Bah, on comprend pas trop pourquoi tu as des modèles du coup, qui sont meilleurs que d'autres. Si tout le monde a accès à Common Crawl, ça vient d'où? Alors en fait, accéder aux données sur Common Crawl, c'est que l'étape 1. Il reste beaucoup d'étapes pour avoir un bon dataset. Et c'est ça qui est le plus dur. Okay. Comme tu as dit, tout le monde Common Crawl, c'est pas un dataset du coup? Non. En fait, si tu regardes des données dans Common Crawl, c'est... du HTML, dedans il y a du texte, et du coup il faut extraire ce texte et il faut après le traiter. Parce qu'en fait, imaginons une page web, en général il n'y a pas que du texte, il y aura des barres latérales avec des publicités, il y aura des bannières, mais on veut pas forcément ça. Nous, on veut que le texte qui est à l'intérieur et on va entraîner le modèle sur ça. Et du coup, il faut vraiment traiter ce texte pour récupérer que les choses qui nous intéressent. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'extraction de texte. Et du coup, il faut faire ça sur tous les terabytes de données. Donc il faut quand même beaucoup de ressources pour faire ça. Après qu'on a extrait le texte, on peut faire des traitements qui sont un peu basiques. Par exemple, si on veut entraîner des modèles que sur de l'anglais, il faut détecter les données qui sont en anglais et filtrer les données qui ne le sont pas. Et après, j'ai dit qu'il y a des données tous les mois, donc il y aura sûrement beaucoup de doublons. Par exemple, il y a des pages qui a des miroirs, il y a des trucs qui sont vraiment hyper répétés. On n'a pas besoin d'entraîner les modèles sur ça. Il y a eu des recherches qui montrent qu'entraîner sur moins de doublons, ça aide.
Et du coup, il faut faire ce qu'on appelle de la déduplication. Donc, il faut silencer tout ça sur tous ces terabytes de données. Donc, il y a très peu de gens qui peuvent faire ça vraiment à cette échelle. C'est prendre 400 Tera, par exemple, sur le dernier mois, et aller essayer de trouver toutes les duplications. Enfin, c'est des monstres. Exactement. Et parfois, en fait, il faut regarder les doublons dans tous les mois, en fait, entre tous les 400 Tera que tu as. Donc, c'est énorme. Et après, il y a l'étape la plus importante, c'est vraiment le traitement pour un peu filtrer les données qui sont de mauvaise qualité. Et du coup, pour faire ça, on peut essayer de partir de l'intuition et se dire, bah dis donc, moi je pense que les pages qui viennent de ce domaine, j'ai besoin que de ça. Le dataset final, par exemple, qu'on a obtenu dans FindWeb, c'était, je crois, 10% ou moins de ce qu'on avait au départ, Common Crawl. Donc, il y a une très grande partie qui est de très mauvaise qualité. Il ne faut absolument pas entraîner le modèle sur ça. Ou alors, ça fait un 4chan bizarre, peut-être. Même pas, peut-être qu'il va générer du texte qui n'est pas cohérent. Ça va être vraiment un gaspillage de ressources. Comment tu filtres ça ? On peut commencer par des filtres un peu basiques. Chercher par exemple les pages où il y a beaucoup de répétitions, par exemple pour détecter les pages où il y a beaucoup de mots-clés, juste pour un peu manipuler les moteurs de recherche. Donc on a des filtres pour ça, du coup la répétition dans les pages. On peut aussi avoir d'autres filtres, par exemple on cherche les pages où il y a les phrases et ne se terminent pas par un point de ponctuation. Donc ça par exemple ça peut être un filtre. Mais après on peut avoir beaucoup d'idées de filtres que pour nous... ils ont du sens. Mon intuition humaine me dit que ça, c'est un bon filtre. Il ne faut pas que j'entraîne mes modèles sur ça. Mais après, ce n'est pas toujours le cas. On a appris ça un peu par l'expérience. Mais il faut toujours entraîner un modèle sur le dataset qu'on filtre pour savoir si c'est un bon dataset ou pas. Et du coup, en pratique, comment on construit les datasets, on a des idées de méthodes de traitement, on les applique et après, on entraîne des petits modèles et on voit si, en fait, utiliser cette méthode est mieux que ne pas l'utiliser. Comme ça, on est sûr que en fait, l'intuition elle se traduit pendant l'entraînement. Donc, par exemple, là, ton idée d'enlever tout ce qui finit pas par un point, pour, par exemple, enlever les posts Reddit bizarres, eh ben, ce que tu fais, c'est que tu l'appliques sur ton gigantesque jeu de données. Exactement. Et au lieu d'entraîner tout de suite ton gros modèle qui va te coûter des millions, tu le mets sur un petit modèle et tu peux le comparer et c'est un signal intéressant en fait. Exactement. On parlait tout à l'heure avant, moi je travaillais sur les modèles de génération de code. Donc on entraîne sur du code qui est sur GitHub. Donc un filtre naturel, c'est d'utiliser les étoiles des repos qui sont sur GitHub. Parce que s'il y a un repo qui a beaucoup d'étoiles, bah, c'est peut-être de bonne qualité. Par exemple, Transformers, on a beaucoup d'étoiles, mais du coup, la qualité pour le code, elle est beaucoup plus élevée que d'autres repos. Oui, on dirait que c'est une bonne idée. Exactement. Et du coup, on a testé ça, c'est pas du tout une bonne idée. C'était le pire modèle qu'on a entraîné. C'est très ça enlève beaucoup de données que, en fait, les données que tu as au final, ils sont pas du tout diverses et tu n'arrives pas à entraîner un bon modèle dessus. Donc, c'est-à-dire que tous les projets sur GitHub qui sont les plus populaires, c'est pas forcément ceux qui ont le meilleur code. Exactement. Juste parce qu'il y a vraiment très peu de repos qui ont beaucoup d'étoiles. Je crois que pour nous, le seuil, c'était 5 étoiles. Et même avec ça, on n'a pas eu beaucoup de données au final. Donc, c'était pas du tout un bon filtre. Ça, c'est des exemples dans le code. Mais un truc qui parlera à tout le monde, c'est quoi une bonne donnée qui est genre qualitative et un exemple de mauvaise donnée que tu veux pas? Du coup, peut-être exemple de mauvaises données, parce qu'il y en a beaucoup. L'autre jour, j'ai vu dans une présentation à l'URIPS la semaine dernière, ils ont montré un exemple sur Reddit. Il y a un subreddit qui s'appelle Microwave Gang. Et du coup, il y a des gens qui viennent et ils postent la lettre M plusieurs fois pour un peu simuler le son d'un micro-ondes, tu vois. Et du coup, les gens, ils répondent bip pour dire que le micro-ondes a fini. Et il y a beaucoup de posts de ce type. Et du coup, je crois qu'il y avait quelqu'un de Alinéa, ils ont entraîné un modèle et à un certain moment, ils généraient beaucoup de M. Ils ne savaient pas pourquoi. Et ils ont trouvé que ça vient de ce subreddit. C'est génial. Donc si ça se trouve sur certains modèles, tu mets le et ça va continuer bip. Il va continuer avec bip. Ah, ça veut dire que tu peux faire un subreddit qui va bait des IA. Mais oui. Et il y a beaucoup de trucs comme ça. Du coup, ça, c'est pour mauvaise qualité. Pour bonne qualité, du coup, c'est dur de dire parce que c'est toujours bien d'avoir des données qui sont vraiment très diverses. Mais peut-être des trucs qui ressemblent un peu à des manuels scolaires ou des textbooks, genre par exemple une page de Stanford qui explique ce que l'algèbre linéaire, ça, c'est de très bonne qualité. Des articles, par exemple, sur des blog posts comme Towards Data Science ou des trucs comme ça peut être bien. Et du coup, c'est quoi un peu avec le temps, la sauce secrète qui fait que on arrive à bien filtrer des données de qualité? Je pense que la sauce secrète, c'est vraiment de faire beaucoup d'expériences pour trouver quelle méthode de traitement marche bien. Donc, par exemple, pour notre dataset, on a vraiment fait, je crois qu'on a entraîné 200 modèles petits pour tester les méthodes de traitement. Et quand on fait ça de façon un peu expérimentale, on arrive à avoir un dataset qui marche bien. Après, on peut essayer d'innover un peu et d'avoir des méthodes de traitement, par exemple, qui utilisent d'autres LLM. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser une règle un peu automatique pour filtrer,
tu vas donner une page à un autre modèle de langage et lui dire dis-moi si elle est qualitative ou pas, quoi. Ouais, l'intuition, c'est que quand on essaie d'enseigner, par exemple, à l'école, ce qu'on montre aux étudiants, c'est plutôt des manuels scolaires qui sont très bien écrits, il y a beaucoup d'informations et c'est correct. Et du coup, on se disait, au lieu d'entraîner sur du web où il y a un peu tout, si on créait un dataset qui est vraiment très propre, qui est assez divers et ça ressemble un peu à ces manuels scolaires, est-ce que ça peut être intéressant? Et du coup, c'est quelque chose que Microsoft a fait avec leur modèle Phi. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils avaient un paper qui s'appelait Textbooks are all you need. Et du coup, en gros, ils ont créé des données qui ressemblent à des manuels scolaires synthétiques générés par d'autres modèles. Ils ont entraîné sur ça. Et du coup, nous, ce qu'on a fait pour vraiment scale, on a pris des pages web et on a demandé à un LLM de donner la valeur éducative de ces pages web de 0 à 5. Et après, on a gardé que les données qui avaient un score supérieur à 3. Et ça marche super bien. Ah, hyper intéressant. Parce que du coup, le point de départ, c'est un papier qui dit que, en gros, si tu enlèves tout le reste d'Internet et que tu gardes que les trucs qui ressemblent à des manuels scolaires, tes IA continuent de bien marcher, quoi. Ouais, du coup, ça, c'est plus une analogie parce que ce qu'on garde, c'est pas des trucs qui sont des manuels scolaires, mais des trucs qui ont quand même une valeur éducative. Par exemple, ils parlent d'un sujet qui peut être intéressant à l'école ou ils sont bien écrits. Et du coup, tu peux choisir ton seuil de traitement en fonction de ce que tu veux garder. Par exemple, si tu utilises le seuil 5, bah, tu n'auras que des manuels scolaires. Si tu utilises un seuil qui est un peu moins élevé, tu auras des données qui sont assez diverses. Il paraît qu'il n'y a pas que le filtrage, il y a aussi en fait la proportion, la répartition entre différentes langues, par exemple, c'est ça? Ouais. Qui va jouer. Du coup, entre différentes langues, mais aussi entre les sources. Parce que, par exemple, comme j'avais dit, on peut avoir des données du web, mais aussi des données du code, peut-être des données de maths. Donc, il faut savoir un peu quelle proportion donner pour chaque dataset. Mais oui, les proportions, c'est aussi important parce que, par exemple, moi, je veux un modèle qui est très bon en anglais, mais aussi bon en code. Et si j'augmente la proportion de code, il va forcément être mieux en code, mais je veux pas qu'il soit moins bien en anglais. Donc, il faut vraiment trouver un compromis. Donc, en fait, c'est un peu comme si tu étais en train de construire une classe sur un jeu vidéo et tu dois augmenter un peu les capacités, mais elles sont toutes liées, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont un peu contre-intuitifs là-dessus? L'exemple que tu donnes, c'est tu mets plus d'anglais, il est meilleur en anglais, tu mets plus de code, il est meilleur en code. Ouais. Est-ce que c'est vraiment simple comme ça ou il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives? Ouais, c'est pas très simple. Par exemple, si on met pas du tout de code, comparé si on met par exemple 20% de code, le modèle il sera mieux en anglais et en code si j'ajoute ce 20% de code. Ok. Donc, apparemment, ça aide pour le raisonnement. L'existence de données de programmation aide à l'anglais. Ouais. Parce que pour l'anglais, on teste plein de choses. On teste les connaissances, on teste le raisonnement. Et du coup, par exemple, pour le raisonnement, le fait d'avoir du code, ça aide. Même si tu vas jamais programmer, quoi. Ouais, même si tu utilises jamais le modèle, c'est bien de mettre du code. Okay, c'est marrant. Et sur les langues, au début, on avait des modèles qui parlaient quasiment que anglais. Derrière, on attendait avec impatience ceux qui parlaient bien français. J'imagine que toutes les langues attendent toujours des améliorations. C'est pareil, est-ce que du coup, mettre plus d'une langue, ça détériore les autres? Enfin, c'est la guerre, quoi. Ouais, c'est un peu comme le code. Déjà, ça dépend de la taille des modèles. Les modèles qui sont plus petits, en général, ils ont moins de capacité, donc ça va être un peu dur de fit plusieurs langues. Mais en général, il y a de transfert de connaissances entre les langues. Donc, ça aide d'avoir plusieurs langues. Comme ça, le modèle, il peut voir le même concept en plusieurs langues. Ça peut aider pour le raisonnement. Mais il y a quand même une limite des langues que tu peux avoir. Et en général, les gens, ils entraînent... par exemple, pour avoir un modèle qui est meilleur en anglais, la proportion d'anglais, elle va être plus élevée que pour les autres langues. Et après, j'imagine que dans les données, en fait, c'est le cas. Enfin, il y a déjà énormément d'anglais. Il n'y a pas le choix, en fait. Exactement. Il paraît qu'il y a aussi un ingrédient secret. C'est d'en fait d'introduire les données de bonne qualité vers la fin de l'entraînement. Ça, pareil, ça paraît très étrange. Ouais, ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et ouais, c'est très étrange parce qu'en général, quand on entraîne ces modèles, en fait, c'est un réseau de neurones et ils se déplacent un peu dans un espace. Et vers la fin, ils ne se déplacent pas beaucoup. Donc, c'est un peu contre-intuitif. On aurait pensé qu'il faut les introduire au départ. Mais maintenant, en fait, on garde les données de meilleure qualité un peu vers la fin et ça donne un peu un boost qui est supérieur à les introduire avant. Aussi parce qu'en général, ces données, elles sont très petites. Donc, si on les introduit au milieu, il faut vraiment entraîner le modèle pendant longtemps. On va faire beaucoup de répétitions sur ces données. Donc, parfois, c'est mieux de les garder vers la fin et faire un peu de répétitions sur ça. Ok. Donc, on a un peu mieux compris comment se passait cet entraînement. Mais là, maintenant, il y a un problème que les gens ne réalisent pas forcément, c'est qu'il y a une pénurie, en fait. Il n'y a plus de données, là. Et il y a le concept de générer des données synthétiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Alors, peut-être les données synthétiques, pour expliquer aux gens, ce sont les données qui sont générées par des IA. Donc, ça peut être par exemple ChatGPT ou Gemini, mais aussi des modèles open comme Cohen ou Llama. Ça peut être du texte ou des images. En gros, c'est tout ce qui n'est pas généré par des humains, mais par des IA. Et maintenant, en fait, on entraîne les modèles sur ces données-là qui sont générées par d'autres IA.
Donc ça paraît de base Ça Il y a un même peu une étrange. boucle qui se fait. On voit la boucle. Mais pour commencer par le cas simple, moi celui que je connais, c'est typiquement entraîner un petit modèle avec l'aide d'un grand. Ouais. Ça se fait beaucoup. Ouais, ça se fait beaucoup. Ça s'appelle de la distillation. On essaye de un peu distiller les connaissances d'un modèle qui est plus grand vers un modèle qui est plus petit. Donc, on utilise les générations de ce modèle pour entraîner un modèle qui est plus petit. Et donc là, typiquement, quand tu dis générer des données pour les entraîner, parce que ça paraît un peu flou, ça ressemble à quoi très concrètement? On leur dit écris des trucs intéressants. Enfin, comment tu fais? Ouais, c'est pas évident. C'est beaucoup de ce qu'on appelle prompt engineering, essayer de trouver les bons prompts et les bonnes façons de poser les questions aux LLM. Donc, il faut vraiment très bien cibler comment on génère les données synthétiques. Déjà, il faut avoir un use case. Par exemple, se dire, moi, je veux générer des données de maths. Donc déjà, moi, je frame un peu mon contexte. Et après, il faut trouver de bons prompts de façon comment poser les questions au modèle. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au modèle de générer quelque chose, par exemple, un manuel scolaire sur de l'algèbre linéaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un extrait d'une page web qui parle du même sujet comme référence. Après, il y a des techniques pour avoir plus de diversité. Par exemple, je peux lui dire, je veux que ce manuel scolaire soit pour des étudiants en lycée ou des étudiants en primaire ou en collège. Je veux que le style ressemble à un certain écrivain. On peut vraiment injecter plusieurs trucs pour avoir une certaine diversité. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment bien contrôler à quoi ressemble ce que le modèle génère. Donc ça, c'est le cas simple. Entraîner un petit avec un grand, c'est assez intuitif. On se dit que le grand est le plus intelligent, il peut apprendre au petit. Maintenant, le cas un peu plus étrange, c'est que j'ai entendu qu'il y avait certains modèles qui pouvaient s'entraîner eux-mêmes pour le coup. Il paraît que c'est les plus gros, du coup, qui peuvent faire ça. Et là, c'est plus dur à saisir. Ouais. Du coup, la raison pour laquelle ça peut marcher, c'est parce que le process pour générer les données, il est vraiment très élaboré. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle chain of thought, c'est essayer de raisonner par plusieurs étapes. Et du coup, on passe vraiment beaucoup de temps sur la partie génération de données. Même si c'est le modèle qui génère ça, en fait, il y a quand même beaucoup d'apports humains pour être sûr que les générations elles vont être correctes. Par exemple, je peux utiliser un modèle pour générer du code et après, je vais l'entraîner sur ce code. Mais avant de l'entraîner sur ce code, je vais essayer de vérifier le code si ça tourne ou pas. Donc, je vais quand même essayer de générer des données, mais je vais filtrer ces données. Je vais vraiment utiliser des prompts qui sont diverses pour générer des choses qui sont de très bonne qualité. Donc, c'est pas ce que le modèle génère en première sortie, mais c'est des trucs que je filtre très bien. Comme ça, je pourrais utiliser ces modèles pour entraîner. Donc, schématiquement, c'est pas comme si le modèle, il sortait un truc et qui re-rentrait. C'est ça. Ça, effectivement, ça paraît débile, quoi. Il sort un truc, Et il y a tu des le filtres, rentres. et il re-rentre. C'est ça. Il peut même y avoir des humains dans la boucle. Même le truc qu'ils sortent, c'est pas évident. En fait, le prompt, faut que ça soit un bon prompt. On fait beaucoup d'expérimentations pour trouver quelle est la manière dont il faut poser la question pour que ça génère les bonnes choses. Et cette partie-là, c'est clairement la moins intuitive. Parce que tu peux te dire, là, pour le coup, que toi, tu as juste conçu un prompt et tu génères des données qui sont censées rendre ton modèle plus intelligent alors que c'est lui-même qui a généré ces données. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est pas parce que les données elles sont dans le modèle, entre guillemets, que lui est en mesure d'identifier ce qui est plus qualitatif de ce qui est moins qualitatif, du vrai, du faux, etc. Donc là, si je comprends bien, ce que tu fais avec une chaîne de pensée ou une chaîne de prompt, comme on dit, c'est que par exemple, tu lui demandes d'écrire un poème. Après, tu lui dis, OK, ce poème, réécris-le, mais en mieux, corrige ce genre de truc. Et tu peux faire comme ça plusieurs itérations, ce qui fait qu'à la fin, ton poème, certes, c'est ton IA qui l'a créé, mais en fait, si tu la réentraînes dessus, elle s'est améliorée entre-temps. Exactement. Parce que lui, il a généré des poèmes, mais ils n'étaient pas tous de bonne qualité au départ. C'est grâce à ce process de traitement qu'on a réussi à avoir des données synthétiques qui sont de très bonne qualité, même s'ils viennent de ce modèle. C'est ouf. Et du coup, là, on a envie de te dire, pour ces gros modèles-là, pourquoi on les enferme pas tous dans une... on les enferme dans un data center et qu'ils apprennent tout seuls, quoi. En fait, c'est ce qu'ils font déjà, non? Enfin, je crois même dans le papier de Gemini, ils disent qu'ils entraînent sur des données synthétiques. Ça vient sûrement de leur modèle. Ou peut-être de GPT-4, mais oui, ils font ça. Sur le papier, ça a l'air super séduisant et intéressant pour améliorer le modèle. Mais il y a notamment un papier qui est sorti sur Nature et qui semble montrer qu'à force de s'entraîner sur des données non humaines, justement, le modèle devient complètement débile. Est-ce que tu as vu ce papier? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi leur idée, en fait? Ouais, je pense que c'est un sujet intéressant à explorer. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un petit modèle. Je
crois que c'était 100 millions de paramètres, un truc comme ça. Et ils ont pris un dataset comme Wikipédia, Wikitext. Et au départ, ils ont entraîné le modèle que sur ce dataset. Et après, ils ont demandé au modèle de compléter des passages du dataset avec ces générations. Et après, ils ont réentraîné le modèle sur ce dataset qui est un mix entre des données synthétiques qui ont été générées par le modèle et des données du web. Et ils ont fait ça sur plusieurs itérations. Et vers la fin, ils ont trouvé que quand ils entraînent que sur des générations du modèle après plusieurs itérations, en fait, il y a ce qu'ils appellent l'effondrement de modèle collapse. Ils commencent à générer n'importe quoi, le texte. L'effondrement, ça fait peur. Exactement. Mais du coup, c'est quand même intéressant parce que normalement, on s'attend pas à ce qu'ils deviennent super forts après toutes ces itérations-là. Exactement. En plus, on vient de dire ça. Il ne faut pas entraîner sur les sorties des modèles, surtout si c'est un très petit modèle. Je crois que ce n'est pas étonnant que ça collapse. Ok, toi, t'as pas trouvé ça contre-intuitif alors? Non, pas du tout. Je pense qu'en pratique, les gens, ils savent déjà ce problème. Il n'y a personne qui fait ça. Je trouve que c'est plutôt un cas très extrême où tu entraînes déjà le modèle que sur ses propres générations, sans filtrer, sans faire beaucoup d'efforts sur les prompts. La deuxième erreur, c'est de faire ça de façon itérative. Donc, itérative, ça veut dire que les propres générations, exactement, et plusieurs fois, il boucle sur lui-même. Et aussi le fait qu'il n'y a pas eu des efforts sur les prompts et les générations. On a juste demandé au modèle de compléter des passages de Wikitext. Et aussi, c'était le modèle de la même taille, alors qu'en général, on fait ça d'un modèle qui est plus grand vers un modèle qui est plus petit. Donc, je pense que dans ce use case, c'est normal que ça arrive. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça qu'on utilise les données synthétiques. Ok. On n'a quand même pas fini de répondre à la question. Parce que ça permet d'évacuer l'idée que juste utiliser les LLM quelque part dans la boucle de l'entraînement, c'est pas en soi une mauvaise idée. Maintenant, moi, ce qui me pose question quand même, c'est le fait que sur Internet même, il y a de plus en plus de contenus générés. Et ces contenus-là, pour le coup, il n'y a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix, quoi. Ils sont là. Ouais. On ne peut pas juste les retirer du dataset, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, par exemple, d'articles de presse, de journaux qui sont générés. Des blogs de merde qui font du SEO. Et parfois, ils le notent, d'ailleurs. Voilà. Et il y a un exemple assez frappant qui avait été montré par Monsieur Phi, donc qui est un YouTuber, et qui parlait d'un type de sujet dans la philo, qui est en particulier sur le stoïcisme, qui est un thème qui peut être un peu utilisé aussi dans les sphères plus entrepreneuriat, développement personnel, qui est assez marrant. Et en fait, du coup, c'est des milieux où beaucoup se sont appropriés les outils de génération d'IA pour essayer de créer du contenu, faire des YouTube qui percent, etc. Et donc, c'est assez fascinant de voir comment un sujet, donc le stoïcisme, tu pourrais te dire, c'est quand même très spécifique. Si tu tapes ça aujourd'hui sur YouTube, tu vas voir qu'il y a genre 98% de contenu généré. Cette stat sort de mon chapeau, mais on a vraiment un cas où, là, aujourd'hui, en 2024, on regarde cette partie-là d'Internet versus en 2022. Je pense que la qualité du texte, la qualité du contenu, s'est effondrée. Genre là, c'est assez objectif. Il y a un autre exemple, c'est avec certains peintres. Tu tapes leur nom et comme ils sont utilisés dans des styles un peu de mid-journée ou des choses comme ça, tu tapes ça sur Google Images et tu vas voir que leurs propres tableaux sont introuvables. C'est-à-dire que tu dois faire 3 pages de Google Images parce qu'avant, c'est uniquement des générations mid-journée en fait ou d'Ali. Et donc pareil, 2022, très bonne donnée d'images pour s'entraîner dessus. 2024, horrible. Je prends des cas super précis qui évidemment sont pas encore représentatifs d'Internet. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu des différences actuellement de qualité entre entraîner sur 2024 versus entraîner sur 2021 ou 2020 dans l'ère pré-ChatGPT? Ouais, pour nous, en ce qui est en termes de texte et de données sur le web, du coup, on s'est posé cette question. Et du coup, dans un papier qu'on a fait, on a essayé de chercher si on peut mesurer s'il y avait vraiment plus de données synthétiques aujourd'hui par rapport à avant. Donc, c'est vraiment très dur à faire ça, mais on peut essayer d'utiliser des proxys, par exemple, chercher des mots qui sont en général générés par ChatGPT, comme le mot delve. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le mot quoi? Delve. En gros, apparemment, ChatGPT utilise le mot delve beaucoup. Et si tu vois ça quelque part, de très fortes chances que c'est utilisé, généré par ChatGPT. Donc, c'est un mot en anglais qui veut dire rentrer dans un sujet, en gros. Exactement, ouais. Il y a eu quelqu'un, je crois que c'est un labo, ils ont un peu mesuré combien d'abstracts sur Archive utilisent le mot delve aujourd'hui par rapport à avant ChatGPT. C'est une courbe qui est très intéressante. En fait, après ChatGPT, on est passé à 5% d'abstracts qui utilisent le mot delve à 80%. Tout le monde réécrit les abstracts. Les abstracts, c'est les résumés des papiers sur Archive. Génial. Alors moi, j'ai entendu une théorie sur ce mot, sur l'origine. Est-ce que tu la connais? J'ai vu la théorie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, les données qui sont générées pour entraîner ChatGPT, c'était des données, des annotations par des humains. Et je crois qu'ils ont fait ces annotations au Nigeria, si je me rappelle. Un pays d'Afrique, je ne sais plus. Mais... Ouais.
Apparemment, ils ont dit que les gens, ils ont plutôt un anglais qui est académique. Du coup, ils utilisent beaucoup le mot delve. Et du coup, les annotations avaient beaucoup ce mot. Ouais, j'ai entendu la théorie. Je l'ai trouvée extrêmement séduisante parce que ça fait une explication toute faite, quoi. Ouais. Et du coup, pour revenir sur l'étude, on a essayé de chercher, par exemple, combien de pages utilisaient ce mot, mais aussi d'autres expressions comme l'expression as a large language model. Ouais. Du coup, quand on demande au modèle des trucs un peu chelous, il dit ça. Ou certainly. Ou certainly. Je crois qu'on avait ça aussi. Et du coup, on a mesuré ça et on a justement remarqué que les pages après 2022, il y avait plus d'occurrences de ces mots. Du coup, peut-être c'est un indicatif qu'il y a plus de données synthétiques. Et comme je disais, Common Crawl, on a les données tous les mois. Du coup, on peut juste entraîner plusieurs modèles sur les mois et voir si on a de meilleurs modèles ou de modèles qui sont pires. Ce qu'on a trouvé, c'était vraiment l'opposé. Les modèles après ChatGPT sont mieux. Ok. Ouais, en fait, c'est une courbe qui augmente. Mais c'est très intéressant, on s'attendait à l'opposé aussi. C'est dur de dire si c'est à cause des données synthétiques, mais au moins, on sait que les données synthétiques, ils n'ont pas généré des données qui sont pires. Tu as des intuitions de pourquoi ? Peut-être, du coup, moi, je travaille beaucoup avec les données de web et les données synthétiques. Et je pense que les générations, la qualité de ce que génèrent les modèles, elle est mieux que ce qu'on a en moyenne sur le web. Il y a vraiment beaucoup de choses de très mauvaise qualité sur le web. Et avec ces modèles, la raison pour laquelle les gens l'utilisent, c'est parce qu'ils génèrent des choses mieux que ce qu'eux, ils peuvent générer. Par exemple, moi, je fais beaucoup de tweets. La plupart, ils sont réécrits par ChatGPT. Donc, c'est mieux que ce qui existait avant. C'est intéressant. Donc ça veut dire moyenne, que tu le compares à une bonne vidéo YouTube ou un bon papier ou un bon livre. Effectivement, je dirais que c'est une logorée. Voilà. Ouais. Mais en fait, par rapport à la moyenne de données pour l'entraînement, c'est pas si mal, quoi. Ouais, c'est pas si mal. Alors, moi, je te propose une théorie. C'est que, du coup, à ce stade de la chronologie, donc on est en 2024, on est à un moment où, en termes de proportion, j'imagine qu'il y a encore une bonne... la plupart d'Internet qui est humain. Et donc, on a un moment où, effectivement, ces données qui sont pas de mauvaise qualité, ce qu'elles permettent de faire, c'est de gonfler la quantité, quoi. Et on a un moment où... on est loin d'avoir optimisé, entre guillemets, la quantité par rapport à la qualité. Et donc, juste plus de quantité, même moyenne, c'est bien. Peut-être que dedans, il y a des GPTismes, mais que leur qualité est encore au-dessus du lot de la moyenne, comme tu dis. Donc, on voit un résultat positif sur les modèles. Est-ce qu'on peut pas s'imaginer, maintenant on tire un petit peu la courbe, sur, par exemple, dans 5 ans, les terras et les terras, c'est plus 10% de trucs super quali et beaucoup de trucs nuls, mais à optimiser pour que quasiment tout soit super bien qualitatif. Et on se retrouve avec Internet qui est très largement rempli du coup de données synthétiques qui sont pas forcément super qualitatives, etc. Enfin, qui commencent à être moins bien que la moyenne du jeu de données. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je vois. Le stoïcisme. Voilà. Est-ce que tu vas être en mesure de séparer le bon grain du livret, tu vois, est-ce que de voir ce qui est nul et de générer et ce qui sort du lot, est-ce qu'on sait faire ça ? C'est techniquement possible ? Première question. Et deuxième question, du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur le futur des datasets, quoi ? Ouais, je pense que c'est une très bonne question. C'est dur de prédire, mais je pense en général, peut-être ce qu'on va avoir au futur, c'est peut-être des techniques de ce qu'on appelle le watermarking. C'est en gros une sorte de signature numérique que tu ajoutes aux générations des modèles. Les humains, ils ne pourront pas voir cette signature, mais il y aura des algorithmes qui pourront détecter si ce modèle a été généré par ChatGPT ou pas. Par exemple, le problème de moteur de recherche dont tu parlais, je pense que si on a ça, ça peut résoudre ça en partie. On pourra détecter qu'est-ce qui est généré, qu'est-ce qui ne l'est pas, et essayer de mettre en avant les contenus qui sont originaux. Ok, parce que là, toi, tu parlais de techniques un peu basiques où on cherche un mot-clé, genre delve, qui revient tout le temps. Ouais. Là, ça veut dire que c'est plus subtil que ça. Ouais, exactement. Ils vont jouer sur la fréquence d'apparition de certains mots, des choses comme ça, qui, comme tu dis, sont invisibles de notre point de vue. Mais en fait, sur des gros volumes, tu peux dire, le « et » dans la langue anglaise, normalement, il vient 80% du temps. Et là, en fait, on est sur un 76, c'est super bizarre. Ouais, c'est un peu des trucs comme ça. Ça va pas être directement visible sur les mots, mais sur ce qu'on appelle les tokens, c'est un peu l'équivalent des mots pour les LLM. Ils vont essayer un peu de jouer sur la distribution. Donc, je pense que ça va être quand même des algorithmes qui sont assez avancés. Et seules les personnes qui ont accès à ces algorithmes pourront les utiliser pour savoir s'il y a vraiment du contenu généré ou pas. Est-ce que tu penses que c'est possible que du coup, si on tire le fil, il y a un moment où en fait on arrête le dataset parce que justement en fait 2028, on a des données qui sont pas trop polluées avant, on garde, après on prend plus.
Moi, je pense plutôt, de la même manière dont on filtre les données qui sont du web générées par des humains, on va utiliser les mêmes filtres pour les données synthétiques. Parce qu'en fait, s'il y a des données synthétiques qui sont de mauvaise qualité, ils ne vont pas passer nos filtres. Et s'ils passent nos filtres, peut-être qu'ils sont de bonne qualité, il faut les garder. Donc, c'est peut-être pas un problème. Pour moi, je considère pas que le web est vraiment pollué par les données synthétiques. Parfois, ça peut être même un enrichissement. Donc, il faut juste savoir bien filtrer. Si ça passe tes filtres, c'est peut-être de la bonne donnée qu'il faut garder. C'est vrai que c'est un truc intéressant que tu as dit, c'est que à partir du moment où tu as un modèle qui est suffisamment intelligent, entre guillemets, pour donner des notes, comme tu nous as expliqué, sur est-ce qu'un contenu est éducatif ou pas, si ça se trouve, il va pouvoir aider, entre guillemets, même dans un futur un peu dystopique où Internet est encore plus pollué. Je suis à peu près sûr qu'aujourd'hui, on donne un vidéo stoïcisme pourri et un vrai bon article Wikipédia, des modèles actuels sauraient faire la différence. Oui, exactement, c'est ça. En fait, ça veut dire que les LLM sont la chimère et la solution. C'est un peu ça. Si vous n'avez pas suivi l'histoire du Vesuvius Challenge ou comment un papyrus a été décrypté par un étudiant en IA, allez voir cette vidéo, c'était vraiment passionnant.